Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur Africable, la chaîne du continent, pour un nouveau numéro de votre émission Instant Diaspora. Alors, vous l'avez constaté, nouveau décor, effectivement. Je ne suis pas à Paris, je suis dans l'extrême sud de la France pour une conférence internationale à Perpignan. Alors, aujourd'hui, on aura comme invité spécial une femme leader. Et oui, c'est le thème de l'émission, Femmes africaines et leadership. Alors, vous le savez, ce n'est plus à démontrer. Les femmes africaines sont les piliers de l'Afrique, et cela dans toutes les sphères qui constituent la société. Dans la plupart des pays du monde, le rôle des femmes a souvent été et est encore sous-estimé et peu considéré. Même dans les sociétés dites modernes, la femme peine à trouver la place, la considération qu'elle mérite vraiment. Ceci dit, cela ne nous a pas empêchés de nous organiser et d'arracher le respect quand il le fallait. Les femmes du monde d'aujourd'hui osent, sont ambitieuses, elles n'ont pas froid aux yeux. L'objectif des prochaines émissions est de vous faire découvrir ces femmes africaines de l'intérieur ou de l'extérieur qui osent. Alors, commençons aujourd'hui avec Kadidia Koulibaly. Bonjour Kadidia, bienvenue à vous. Bonjour, chère Aïssata Kate. Je vous remercie infiniment pour cette invitation et je salue tout le personnel Africable et toutes les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup, Kadidia Koulibaly. Alors, Kadidia Koulibaly, vous avez occupé des postes à haute responsabilité dans plusieurs entreprises africaines notamment, et en France, bien sûr. Vous décidez d'entreprendre sans pour autant oublier le côté social, notamment avec la jeunesse. Alors, je vais vous laisser vous présenter à nos chers téléspectateurs. Je vous en prie. Merci infiniment. Alors, je me présente Koulibaly Kadidia. Je suis franco-malienne congolaise, diplômée en finance. Alors, au départ, j'embrasse des expériences dans le secteur de la banque et de la finance. Et par la suite, je m'oriente dans l'industrie de pointe, dans tout ce qui est oil and gas, tout ce qui est énergie renouvelable et recherche-développement. Et je décide d'entamer une carrière internationale, notamment sur le continent africain, le Congo à Pointe-Noire, où j'occupe un poste stratégique à haute responsabilité en tant que directrice déléguée à l'international pour une holding avec 5 filiales. Donc, mon rôle était de déployer en fait les activités de ces 5 filiales à l'international, plus précisément en Afrique de l'Ouest. Mali, Burkina, Niger, Mauritanie, etc. Très bien, donc comme vous le dites, de haute fonctionnalité sur le continent africain et bien sûr en Europe. Alors, commençons tout de suite avec le thème du jour, femmes africaines et leadership. Vous êtes un bel exemple. Alors, vous êtes maman, vous êtes femme, vous êtes africaine. On dit souvent que c'est la triple peine. Êtes-vous d'accord avec ce terme-là? Oui, effectivement, je vous rejoins à cette. Quand on parle de leadership, au départ, le leadership, c'est déjà avoir une vision claire, avoir la capacité d'avoir une écoute des parties prenantes que l'on a en face de nous et effectivement d'influencer et de motiver. Donc aujourd'hui, quand on arrive à regrouper tout cet écosystème, on peut prétendre avoir l'assise d'un leadership et puis maintenant, il nous reste vraiment à promouvoir et fédérer ce leadership, notamment le leadership féminin. Vous êtes maman, vous avez 3 enfants. Ça ne vous a pas empêché de devenir leader que vous êtes, d'avoir des postes à haute responsabilité. Au contraire, vos enfants vous ont motivé à en faire beaucoup plus que beaucoup d'hommes, on va dire. Effectivement, c'est vrai qu'être maman de 3 enfants et embrasser des carrières à l'international, c'est pas toujours facile. Mais comme vous l'avez si bien dit, être une femme africaine et leader, c'est aussi pouvoir remplir ces conditions. Donc, je pense que la condition de leader en tant que femme, c'est de pouvoir s'organiser pour pouvoir embrasser ses rêves. Alors, pour les hommes qui sont à la tête de grosses entreprises, prendre une femme à un poste de haut cadre, eh bien, ça leur fait peur parce qu'ils se disent que les femmes n'auront pas assez de temps à consacrer à l'entreprise parce que enfants malades ou autres, c'est quand même des idées dépassées aujourd'hui. Alors, quand on prend une femme dans des postes tels que ceux-là, c'est vrai que les décideurs sont très frileux parce que ils se disent on peut être très souvent être appelé à être réinterpellé par notre rôle principal de parents, c'est-à-dire enfant qui a des problèmes à l'école ou autre, mais il s'agit d'une certaine organisation. Quand on est une femme engagée et encore une femme leader,
c'est important vraiment de sécuriser le côté maternel. Donc, quand il s'agit d'être au travail ou au bureau, ben, on essaie de maximiser les choses et une fois qu'on rentre à la maison, ben, on remplit notre rôle de mère à 100%. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais c'est une question d'organisation. Voilà. Surtout une force pour les femmes parce que finalement, on constate aujourd'hui que les femmes à la tête d'entreprise sont meilleures parfois que les hommes parce que finalement, elles sont multitâches, elles arrivent à gérer beaucoup plusieurs situations en même temps, contrairement à la jante masculine. Alors, dans le privé aussi, il faut dire qu'il y a d'autres problématiques, notamment au niveau de la hiérarchie. Souvent, une femme à haute responsabilité dans une entreprise, eh bien, son supérieur hiérarchique a du mal à lui faire confiance. C'est compliqué au début, on remet un petit peu en doute, on essaie de challenger un peu plus que si c'était un homme. Et au niveau des personnes qui sont en dessous de cette femme au cadre, eh bien, il y a des réticences. On voit qu'ils sont un peu plus difficiles à gérer parce que c'est une femme à la tête et des fois, que ce soit homme ou femme, ils ont du mal à accepter d'être gérés par une femme. Vous qui avez été mise à des postes à haute responsabilité, est-ce que vous l'avez ressenti aussi bien au niveau de la hiérarchie qu'au niveau des personnes qui étaient en dessous de vous? Oui, effectivement, quand on a des personnes en dessous de nous qui sont de la jante masculine, il faut savoir que c'est encore des problématiques qui existent dans les hiérarchies. Donc, le leadership aussi, c'est aussi asseoir son autorité. Donc, quand on est considéré comme un leader, il faut pouvoir faire fédérer ses idées et prioritairement faire asseoir son leadership, faire asseoir son autorité. C'est pas des choses qui ont toujours été évidentes. On rencontre souvent des freins, mais avec le temps et la communication, on arrive à trouver des consensus. Khadija, femme, maman et bien sûr africaine, c'est encore plus difficile aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, aussi bien en Afrique que sur le continent européen ou américain en Occident, où aussi eh bien, la femme africaine eh bien, est très stéréotypée. C'est la femme qui est à la maison, c'est la femme qui fait de nombreux enfants, la femme qui n'a pas été à l'école. Et malheureusement, ça nous suit aussi bien à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Est-ce que vous le constatez ça aussi? C'est vrai que la position de la femme, elle est diverse et variée selon la situation géographique. Alors, chez nous, en Afrique, plus particulièrement, par exemple, au Mali, on a des cultures très particulières et puis une approche aussi très symbolique auprès de la femme. Donc, c'est vrai que la femme est souvent très connotée à être à la maison auprès de son mari, auprès des enfants et n'a pas grand-chose à faire auprès des hautes sphères. Mais c'est à nous, en tant que femmes leaders, d'imposer en fait encore ce changement et accompagner l'Afrique et notamment notre pays, le Mali, de changement des mentalités, de comportements. Voilà. Donc, je suis totalement d'accord avec vous, surtout quand on sait que la femme africaine est considérée comme l'une des femmes les plus débrouillardes au monde. La femme africaine entreprend depuis très jeune et depuis très longtemps. Et donc, dire aujourd'hui que la femme n'a pas sa place dans les hautes sphères, c'est complètement erroné. On est d'accord. Alors, vous avez occupé des postes à haute responsabilité dans différents pays. Quels ont été les résultats? Prouvez-nous que nous sommes compétents. Prouvez-nous qu'une femme leader a totalement sa place dans les grandes entreprises. Moi, en ce qui me concerne les missions qui m'étaient confiées dans les différentes entreprises, notamment à l'international, j'étais chargée de déployer des activités sur le continent africain. Alors, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés, un certain nombre de barrages, mais avec le temps et le terrain, ça m'a permis en fait d'améliorer et d'adapter en fait mon modèle d'introduction et puis mon modèle business doing. En Afrique, la femme, quand elle arrive avec des grands sabots, on lui ferme tout de suite la porte parce qu'on considère qu'elle n'a pas sa place ou elle n'a pas vraiment les compétences nécessaires pour prétendre à des échanges ou des deals. Le plus difficile, en fait, c'est les premières expériences, mais par la suite, après, automatiquement, avec le résultat qu'on arrive à escompter, on a toutes les portes qui s'ouvrent à nous. Donc voilà. Donc il faut vraiment miser sur la différence, c'est-à-dire le résultat. Exactement, très bien dit. Une femme à la direction, même dans
les entreprises du CAC 40 eh bien, a des meilleurs résultats que les hommes. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment des études qui ont été faites à ce sujet. Une femme qui dirige une entreprise, c'est une entreprise où il fait bon vivre, où les employés sont heureux d'aller travailler, et ça c'est important. Et par ailleurs, il y a une meilleure gestion financière. Les femmes font attention aux finances de l'entreprise. Alors, bravo en tout cas à vous. Alors, après toutes ces expériences, vous décidez d'entreprendre. Vous entreprenez aujourd'hui en Occident et en Afrique. Comment cela se passe-t-il? Et surtout, qu'est-ce que vous faites? Alors, je décide d'être à mon propre compte en tant que consultante internationale spécialisée en stratégie d'affaires, lobbying, relations publiques et marketing d'influence. Alors, à travers ces différentes expériences, j'ai pu capitaliser un certain relationnel au plus haut niveau qui me permet aujourd'hui de organiser mon cabinet dans la mise en relation entre différentes parties prenantes et rattaché également à une chaîne web TV, Kadikara Channel TV, qui a pour but de promouvoir le leadership politique et économique et le doing business à l'international. Khadija Koulibaly, vous entreprenez en France, vous entreprenez sur le continent africain. Quelles sont les principales différences que vous avez pu constater? Effectivement, entreprendre en Europe et entreprendre en Afrique, c'est le jour et la nuit. Quand on est entrepreneur ici en Europe, le modèle économique est différent, les mentalités sont différentes. Donc la complexité, elle est plutôt sur le continent africain. Parce que quand on arrive sur le continent africain en tant que chef d'entreprise et PDG de son propre business, le doing business local est différent, les mentalités sont différentes, les approches sont différentes. Vraiment, on ne peut pas prétendre à faire du business en Afrique comme on le fait en Europe. Donc, il y a une certaine agilité à avoir, une certaine réactivité à avoir. Et il faut savoir que sur l'Afrique, les mentalités et la culture ont un poids très important dans tout ce qui est doing business. Voilà. Les mentalités, le poids culturel est très fort sur le continent africain, même si on va dire qu'il est aussi en Occident, on peut le constater notamment même en France, hein, très difficile pour une femme d'avoir un poste à haute responsabilité, c'est quand même une société assez machiste, mais bon, on va parler du continent africain aujourd'hui, surtout que sur le continent africain, on a vu ces dernières années des femmes monter au créneau, des femmes leaders, des femmes entrepreneurs, et même on a l'impression dans les grands concours internationaux, eh bien les femmes sont beaucoup plus présentes que les hommes. Donc on voit que la femme africaine prend sa place, l'arrache même, si je peux me permettre de dire. Oui, alors en Afrique, on constate qu'il y a une porte très étroite qui est ouverte à la femme. Donc, les femmes, elles sont cantées en fait à un certain niveau entrepreneurial. Donc, ça va être plus dans le secteur agricole, le commerce, et puis tout ce qui est également petit consulting. Mais quand on commence à monter un peu la barre un peu plus haute, la gente féminine se fait un peu plus rare, mais on rencontre quand même quelques femmes qui arrivent à imposer leur leadership dans certaines échelles au plus haut niveau. Mais c'est encore très timide et c'est pour ça qu'il faut qu'ensemble, les femmes, on puisse se mobiliser et puis continuer à essayer d'évoluer dans ces sphères. Il faut être optimiste, mais soyons réalistes. Très peu de femmes sont dans les plus hautes sphères sur le continent africain, et même s'il y en a de plus en plus, et on peut le constater tous les jours. Alors maintenant, femmes et leadership dans la politique, pour moi c'est très important. Business et politique vont totalement ensemble. Je sais que vous aspirez à entrer dans la politique pour faire changer les choses le plus profondément possible. Alors aujourd'hui, quelles sont vos aspirations, Khadija Koulibaly? Et il en faut en politique. On a besoin des femmes. C'est vrai que politique et économique, au départ, quand on commence un peu les affaires, on se dit, ah non, moi je ne touche pas à la politique, moi je suis uniquement axée sur le volet économique. Mais de fil en aiguille, on s'aperçoit que quand on embrasse le projet de très haut niveau, il faut composer avec les politiques. Bon, quand on a des politiques qui accompagnent la vision des leaders économiques, ça se passe très bien. Mais quand on a des politiques qui ont des mentalités un peu fermées, qui ne sont pas ouvertes aux nouvelles innovations, c'est un peu difficile de composer.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas négligeable de prétendre aussi à introduire les organes de décision politique pour pouvoir accompagner nos institutions politiques dans une explosion vers les économies nouvelles. Voilà. Donc, il faut faire partie des ordres de décision politique pour pouvoir asseoir une sphère politique, on va dire, visionnaire. Voilà, à mon avis. Effectivement, Khadidia. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, elles sont seulement 21 femmes chefs d'État ou de gouvernement à diriger un des 200 pays du monde, dont seulement 2 en Afrique. Je crois que c'est en Éthiopie et en Namibie. C'est peu quand même. Oui, je dirais c'est très peu et si je peux me permettre, je peux dire même que c'est très médiocre. Alors le 21e siècle, c'est le siècle de la femme. Ça a été annoncé par l'ONU Femmes. Donc si nous sommes au rendez-vous, c'est que les femmes doivent se lever et essayer de s'organiser en institution, s'organiser en force de proposition pour pouvoir, on va dire, modifier les lignes. Donc, s'il n'y a pas de prise de conscience au niveau des femmes, s'il n'y a pas une audace vraiment très virulente d'avoir des femmes, c'est vrai que ces chiffres médiocres ne vont pas évoluer. Donc, il va falloir, comme je dis toujours, s'organiser et insister sur la valorisation du leadership féminin dans ces sphères politiques, économiques et surtout dans les ordres de grandes décisions. Voilà. Khadidia Koulibaly, vous avez parlé de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, ça tombe bien parce que pour cette institution, les femmes africaines sont très bien représentées dans les postes de direction. Elles sont environ une trentaine. C'est déjà bien. Alors, concernant la politique locale, nationale, eh bien, beaucoup expliquent la faible présence des femmes africaines et les femmes en général par le manque de mobilisation des femmes en politique. Le manque de femmes à la tête de partis politiques. Donc, en gros, forcément, si elles se mobilisent peu, si elles ne sont pas à la tête des partis, elles ne seront pas présidentes ou chefs de gouvernement. Est-ce que vous validez ces dires? Alors, il y a plusieurs leviers. Parce que quand on parle des femmes dans la politique, c'est quand même pour être une femme qui se lance dans la politique, il faut avoir déjà une vision et être engagée. Donc, est-ce que ces femmes déjà qui rencontrent un certain nombre de difficultés dans leur environnement traditionnel, est-ce qu'elles vont pouvoir prétendre à avoir l'audace de monter un parti politique? Ça va être très difficile, à mon avis, pour le moment. Aujourd'hui, la femme, elle a besoin d'avoir un créneau au niveau des institutions, mais les créneaux déjà qu'on leur accorde, ce sont des créneaux pour remplir des quotas. Donc, il faut déjà que la femme puisse déjà dépasser en fait cette considération de remplir des quotas pour satisfaire l'image des institutions et autres. Là, aujourd'hui, il faut que la femme puisse déjà être dans les organes de décision et être aussi une force de décision, être une force de consultation. Vous pourrez voir qu'on a beaucoup de femmes qui sont dans des ministères, des femmes qui sont à l'ONU ou dans d'autres institutions, mais vous constaterez que leur ordre de décision ou leur impact à la parole est très faible. Ça m'est déjà arrivé de participer à des réunions, des rencontres avec des leaders politiques et économiques. J'étais la seule femme autour de la table, ou voire 2-3 femmes. Et je peux vous dire que même quand on essaye même d'être force de proposition ou de consultation, il faut avoir les bons mots, il faut trouver le bon moment, il y a beaucoup de protocoles. Donc, quand on veut déjà se lancer en tant que leader politique, c'est envisageable, encore une fois. Mais il faut que les mentalités autour de l'écosystème qu'on a autour de la femme puissent être aussi préparées. Je pense que pour le moment, ils ne sont pas encore prêts. On n'est pas encore mature, mais il faut. Donc, en gros, même quand on donne un rôle important à la femme, eh bien, ce rôle n'est pas considéré par les hommes qui sont, eux, en place. Et c'est presque des rôles fictifs, à savoir pour une parité, on va donner quelques postes, quelques portefeuilles ministériels à certaines femmes, histoire de dire qu'on met les femmes en avant, alors que finalement, dans le fond, ce n'est pas sincère, ce n'est pas réel. Le pouvoir est très limité.
C'est exactement ça, c'est exactement ça. On a le positionnement de la femme pour remplir le quota. Donc, c'est-à-dire qu'on a une institution, il y a des hommes, et ils ont l'obligation de remplir des quotas, comme dans des CE et autres. On appelle des femmes, on se dit, ah, ben, il y a une femme, il y a deux femmes, c'est clair, bah, c'est très bien. Mais maintenant, ces femmes, autour de leurs fonctions, est-ce qu'elles arrivent à asseoir leur leadership? Est-ce qu'elles arrivent à taper du poing pour dire clairement ce qu'elles pensent? Est-ce que ce qu'elles pensent quand elles le disent, est-ce que c'est consulté? Est-ce que c'est exécuté? Ça, c'est encore un autre débat. Mais c'est quand même étonnant parce que finalement, encore une fois, il n'y a rien de tel que les résultats. Et aujourd'hui, une des politiques les plus puissantes au monde, c'est bien Angela Merkel. Elle a prouvé par X, Y façon qu'elle pouvait faire largement mieux que de nombreux hommes, qu'elle avait fait largement mieux que de nombreux hommes et que c'est une femme de poigne et qui savait où aller, qui avait une vision et qui a bien mené son pays où il fallait le mener. Donc aujourd'hui, pourquoi cette réticence envers la femme, aussi bien Oui. en Afrique qu'en Occident? Oui, alors c'est un très bon exemple, la présidente Angela Merkel, que je salue d'ailleurs au passage. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que euh, je pense que même aujourd'hui, si Madame Merkel nous écoutait, elle pourrait dire oui, effectivement, la femme, on peut être une chef d'État, on peut être une ministre, on peut être une PDG ou autre, mais en tant que femme, on a quand même malheureusement une sorte de parasite qui nous suit et qui fait que on est constamment à déjouer des pièges. Donc, c'est vrai que Mme Merkel, elle est un très bon exemple, mais vous pourrez constater qu'elle aussi, dans son quotidien, c'est pas toujours évident et elle doit surmonter d'efforts comparé à un homme chef de l'État. C'est un peu ça, à mon avis. Je suis d'accord, totalement d'accord. Elle a prouvé et reprouvé qu'elle était à la bonne place jusqu'à ne plus avoir à prouver. Et grâce à des exemples comme elle, cela va évoluer avec le temps, mais nous en sommes encore loin. Mais voilà, on ne baisse pas les bras. Et la preuve, on vous avoue, Khadija Koulibaly, qui souhaitait entrer en politique, qui souhaitait marquer la politique, notamment de votre pays d'origine, le Mali, voire aussi votre pays de naissance, la France. Alors vous, comment vous vous voyez en politique, par exemple? Alors, on dit que la politique, c'est contagieux. Alors, nous, on a le rôle au départ d'accompagner les politiques et d'accompagner les opérateurs économiques. Mais après, à force de les côtoyer et de les orienter et de les conseiller, bah, on acquiert une certaine compétence et que nous dit, bon, pourquoi pas, moi aussi, à l'occasion, pourquoi pas prétendre à une ambition politique. Donc aujourd'hui, si j'embrasse une carrière politique, ce serait plutôt dans mon pays, le Mali, parce que je pense que le Mali vraiment a besoin de ces jeunes de l'extérieur, a besoin de ces cerveaux qui sont à l'extérieur. Le Mali a besoin de se reposer sur les compétences de sa diaspora. Donc aujourd'hui, je préférerais prétendre à un poste à haute responsabilité dans mon pays, le Mali. Le Mali bas, le Mali croix. Voilà. Khadija Koulibaly, si aujourd'hui on vous proposait un portefeuille ministériel, quel serait le portefeuille ministériel que vous choisiriez, sachant que je sais que vous intervenez énormément sur le continent africain, et notamment au Mali, notamment auprès de la jeunesse, vous avez créé une association, vous faites de la formation, etc. Donc, quel serait le portefeuille ministériel qui vous ferait le plus plaisir ou dans lequel vous vous sentiriez le plus à l'aise, la plus compétente possible? Pour moi, le portefeuille ministériel qui pourrait m'intéresser, ce serait le ministère de tout ce qui est autour des coopérations internationales entre les différents pays. Comme j'ai déjà un portefeuille relationnel assez conséquent, je voudrais mettre à disposition de mon pays ce portefeuille relationnel pour pouvoir prétendre à un développement gagnant-gagnant. Alors, pour les jeunes de l'association Kadikara que je préside et que j'accompagne, j'ai environ une centaine de jeunes au Mali qui sont mes caras, que je salue d'ailleurs au passage. Donc l'association Kadikara a pour but en fait d'accompagner la jeunesse malienne et la jeunesse africaine dans tout ce qui est montée en compétences. Donc aujourd'hui, on forme les jeunes, on leur donne l'accès à l'emploi, on leur ouvre des portes
au niveau du Mali pour qu'ils puissent être aussi des acteurs de développement local. Donc aujourd'hui, si on a cette fuite de cerveau, ces jeunes Maliens et Africains qui prennent la mer, c'est parce qu'ils n'ont pas d'outils ou de moyens pour pouvoir prétendre aux opportunités que le pays propose. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de stopper l'hémorragie et d'accompagner ces jeunes à renforcer leurs compétences pour être des acteurs incontournables de leur pays. Donc, le ministère de la coopération ou les ministères de l'économie et de la finance. Le message est bien passé, Madame Khadija Koulibaly. Et sinon, pour finir, aujourd'hui, le Mali, enfin aujourd'hui, depuis quelques années, le Mali vit des moments difficiles. Dans quelques mois auront lieu les élections présidentielles. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau président malien? Effectivement, avec les différentes crises que le Mali traverse, c'est vrai que la remontée va être très difficile. Alors, j'insiste encore une fois, il faut absolument que les prochains décideurs de nos États, et notamment du Mali aujourd'hui, puissent se reposer sur les compétences de leur diaspora, se reposer sur les cerveaux de leur diaspora, se reposer également sur la valorisation du secteur privé. Avec un secteur privé fort, une diaspora engagée et responsabilisée, et également des partenariats gagnant-gagnant, je pense que ça pourra vraiment nous aider avec une jeunesse aussi compétente localement. Je pense qu'avec tout ce packaging, on peut faire des choses intéressantes. Voilà. Donc, Khadija Koulibaly, vous avez parlé de la diaspora, de l'importance de la diaspora, du rôle primordial de la diaspora pour la sortie de crise, pour un Mali fort et développé. Est-ce que vous pouvez comprendre les Maliens, les locaux qui se disent « Ah, attention, hein, les Maliens de la diaspora, ils sont un petit peu présomptueux, un peu prétentieux en croyant que c'est eux qui vont, entre guillemets, sauver le Mali ». Est-ce que je comprends mal vos dires ou c'est bien ce que vous sous-entendez? Alors, dans un premier temps, il faut que l'image de la diaspora, il faut que l'image de la diaspora puisse changer. La diaspora, certes, elle contribue, hein, elle contribue vraiment de manière très impactante. Je pense même que la diaspora malienne, c'est une des diasporas la plus contributive dans toutes les diasporas africaines. Mais il faut que la diaspora malienne puisse aussi dégager une autre image. Il faut potentialiser la diaspora, il faut capitaliser les valeurs de la diaspora. La diaspora ne peut pas être uniquement que ceux qui envoient de l'argent pour contribuer aux besoins de la famille. On peut être aussi des organes qui peuvent servir à accompagner dans les décisions, dans la consultation. D'ailleurs, aujourd'hui, je félicite certains ministères durant ces différentes crises qui ont pris des chargés de mission de la diaspora, qui ont pris des directeurs de cabinet de la diaspora. Donc, je pense que quand même si la diaspora, elle est peut-être un peu prétentieuse, mais elle est audacieuse et efficace. Et je pense que si certains ministères et certaines institutions ont commencé, en cette période de crise, de s'entourer de cerveaux de la diaspora, c'est qu'ils se sont rendus compte que la diaspora avait un rôle incontournable à jouer. Et je pense que cette phase de transition, c'est la phase d'assise du leadership de cette diaspora, à mon avis. Merci beaucoup, Khadija Koulibaly. Nous sommes au terme de cette émission. Le message est passé, vos différents messages sont passés. N'hésitez pas à revenir sur Africable Télévision, eh bien, la chaîne qui donne la parole à la diaspora, pour nous parler de vos autres défis. Alors, sur ce, je vous souhaite bonne chance. Merci infiniment, chère Aïssata Katé, pour votre professionnalisme. Merci infiniment à Africable de m'avoir reçu sur leur plateau. J'espère que mon message a été clair et je reste vraiment toujours sur ma position de leader jusqu'au bout. Je dis force au Mali et le Mali doit encore une fois compter sur sa diaspora. À bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cette émission. J'espère que vous avez apprécié. C'était Instant Diaspora, femmes africaines et leadership. Je vous retrouve la semaine prochaine, ici même sur Africable, pour un nouveau numéro de votre émission Instant Diaspora. Sur ce, restez bien sûr sur Africable, car les programmes continuent. Bye bye.